Très bien. Pour ceux qui n'auront pas entendu le premier appel, donc je vous demande de vous lever pour pouvoir accueillir Madame Jean et le général d'armée Hogar. Merci. Asseyez-vous, prenez place. Je vais maintenant accueillir le général de division Guibert pour son témoignage, le vécu du commandant de l'opération Barkhane. Général de division Bruno Guibert, votre carrière d'officier des troupes de marine vous a conduit à de nombreuses reprises en opérations extérieures. Tchad, République centrafricaine, Rwanda, République de Côte d'Ivoire et Mali, où vous avez été chef de la mission d'entraînement de l'Union européenne en 2013. Votre témoignage porte sur votre engagement comme commandant de la force Barkhane de 2017 à 2018. Je vous cède respectueusement la parole. Bien, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, chers camarades, je voudrais tout d'abord remercier le général Philippe Delbos de son invitation. Et je suis très heureux et honoré de pouvoir partager cette expérience avec vous de cette opération Barkhane, de vous présenter donc ma modeste expérience de ce commandement pendant un an, qui a été caractérisé pour moi par une absence totale de certitude, mais avec un devoir et une mission très clairs qui m'avaient été donnés, que j'ai essayé de remplir dans le brouillard d'un contexte très difficile et avec beaucoup d'incertitudes. Donc je vous parlerai de l'interculturalité vécue, qui pour moi a toute sa place dans nos opérations, et notamment dans cette opération Barkhane, pour trois raisons essentielles et finalement assez simples. La première d'entre elles est que Barkhane intervient au Mali et en BSS, mais essentiellement au Mali, à la demande de l'État malien. Donc nous agissons dans un pays qui est souverain et que les principes de respect et d'interculturalité sont donc un devoir pour nous. La deuxième raison, c'est que Barkhane est une force clairement antiterroriste qui agit dans une finalité contre-insurrectionnelle au cœur des populations qui font de ce principe d'interculturalité un principe fondateur. Et enfin, Barkhane agit avec et en appui d'un certain nombre de forces partenaires sur lesquelles je reviendrai. L'homme est donc au cœur de notre action au sein de cette opération Barkhane, et l'interculturalité, c'est réellement une ligne de force de nos actions, de nos opérations, parce qu'in fine, il s'agit bien d'embarquer avec nous nos forces partenaires, nos différents partenaires, pour lutter contre les terroristes et gagner le cœur des populations. Alors elle se traduit, cette interculturalité, par un certain nombre d'actions, par des verbes, je pense, qui ont été largement évoqués aujourd'hui: conseiller, former, accompagner au combat dans un souci de fraternité d'armes, respecter dans l'action, comprendre comme préalable indispensable à l'action, c'est un point important, je crois, sur lequel je reviendrai, et finalement agir au cœur des populations qui sont l'enjeu majeur et une réalité pour nous. Alors tout d'abord, dans un premier temps, je parlerai rapidement de quelques points clés concernant Barkhane. Et je me suis souvent posé la question du sens de notre action. J'en souligne, il y en a plusieurs, j'en souligne deux principalement, qui sont assez basiques, mais l'impératif, clairement, d'endiguer une menace
qui pourrait embraser une bonne partie du continent africain, notamment Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Et la très grande difficulté des États, notamment du G5 Sahel, à faire face seuls à cette menace qui est désormais devenue régionale. La deuxième raison de notre intervention, c'est que le terrorisme est venu instrumentaliser le djihadisme, que je traduis comme étant l'exportation de cet islam radical, et qui, au Mali principalement, mais également dans d'autres pays, vient aggraver des plaies ethniques, sociales, politiques, qui sont malheureusement très présentes. Alors Barkhane, vous connaissez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est 4500 hommes déployés sur 5 pays, caractérisés par une dimension hors norme du théâtre qui est grand comme l'Europe, et une opération, contrairement à Serval, qui se conduit dans une logique de régionalisation pour faire face à une menace régionale, pour contenir donc cette menace et circonscrire cette menace terroriste. Donc cette opération, c'est un mix d'actions directes, d'actions indirectes et d'opérations d'influence. Le cœur de notre action, c'est clairement le Mali, en appui total des forces armées maliennes et des forces du G5 Sahel, dans des opérations qui sont conduites le plus souvent ensemble. Mais c'est également en appui de la force de la MINUSMA, donc la mission des Nations Unies au Mali, dans la mise en œuvre de son mandat, et c'est également des opérations CIMIC, donc j'allais dire d'appui aux populations essentiellement, et d'études de plus grande ampleur destinées à transmettre un certain nombre de ces actions de faible envergure à des acteurs de développement. Le contexte dans lequel Barkhane évolue au Mali est un contexte difficile avec un accord de paix et de réconciliation qui est aujourd'hui au point mort, signé entre la communauté des mouvements de l'Azawad, la CMA, la plateforme pro-Bamako et le gouvernement malien. Accord aujourd'hui au point mort pour un certain nombre de raisons diverses, un manque de confiance évident entre les acteurs, un manque de volonté de la communauté internationale, des violations permanentes des cessez-le-feu, et puis également un jeu un peu trouble de la médiation sous l'égide de l'Algérie, qui est pourtant un acteur clé dans la résolution de la crise. Il n'y a pas de critique dans mon propos, mais simplement un constat. Je note également un certain nombre de difficultés structurelles et un certain nombre d'ambiguïtés de certains acteurs politiques, mais sociaux également à Bamako, qui préfèrent nouer finalement des relations et des alliances d'opportunités avec un certain nombre de radicaux, d'extrémistes, pour lutter contre le séparatisme touareg. C'est aussi une réalité importante. Donc au bout d'un an, le constat que je fais, en fait, c'est que la défiance entre les différents acteurs au Mali essentiellement est totale, que les intérêts communautaires et communautaristes sont très présents et très prégnants dans les relations, et que finalement c'est une situation qui convient à beaucoup de monde et qui présage des suites difficiles de la mise en œuvre de cet accord de paix. En gros, il n'y a pas grand monde qui a un intérêt objectif à la résolution de la crise au Mali. Donc Barkhane évolue donc dans ce contexte avec plusieurs acteurs internationaux. Barkhane est un acteur sécuritaire majeur, on peut dire un peu fédérateur des actions sécuritaires qui se déroulent au Mali, puisqu'on travaille en liaison très étroite, notamment avec la MINUSMA, mais la force conjointe, je l'ai évoqué. Donc Barkhane est à l'intersection de beaucoup de confluences politiques, militaires, culturelles. Et pour revenir sur le sujet de l'interculturalité, c'est une donnée de base de l'environnement de Barkhane. On ne la choisit pas, elle s'impose à nous, et c'est réellement une réalité qui concerne tous les soldats jusqu'au Comanfort dans cette opération. Alors cette interculturalité, elle s'exprime pour moi en premier lieu vis-à-vis des populations qui sont au cœur de cette crise, qui sont bien souvent la cible des actions directes ou indirectes, notamment des terroristes, qui est une audience cible également de nos opérations d'influence et qui est également bénéficiaire des actions de développement et des actions CIMIC.
Il s'agit pour nous et pour nos partenaires de gagner les cœurs et les esprits selon une formule qui a été vulgarisée par le général Petraeus, bien sûr, mais qui est très connue par les militaires français, puisque ça remonte aux maréchaux Lyautey, Gallieni, Delattre en Indochine également, qui l'a mis en œuvre. Donc c'est quelque chose qui est culturellement, viscéralement attaché aux armées françaises. Et pourtant, c'est un contexte est difficile à mettre en œuvre, tout particulièrement au Mali, parce que, comme je le dis très souvent, si au Mali, en BSS, nous avions la montre, eh bien les terroristes, eux, ont le temps pour eux. C'est-à-dire que les GATT savent qu'un jour, nous partirons. Ils ont la mémoire longue et ils n'hésitent pas à prendre en otage la population qu'ils contraignent dans leurs actions. Donc c'est un fait à prendre en compte vis-à-vis de la population, puisque finalement, cette population, lorsqu'elle nous fournit un appui, lorsque nous la sollicitons, eh bien, elle prend un risque concret vis-à-vis des terroristes. La deuxième chose, c'est que les GATT appliquent la terreur par anticipation. Ils enlèvent, ils tuent les autorités traditionnelles, qui sont la structure même de la société traditionnelle africaine et en particulier malienne, les chefs de village, les marabouts. Ils n'hésitent pas à les enlever, à les tuer. La terreur est une arme de dissuasion très clairement pratiquée au Mali. La difficulté pour Barkhane également d'assurer une protection permanente, notamment de nos sources, qui est également une difficulté. Et puis les GATT, à cause des trafics en tout genre qui s'exercent là-bas, qui ont le pouvoir de l'argent. À Kidal, la pose d'un engin explosif, s'il est déclenché, rapporte entre 200 et 300 000 francs CFA. Et il rapporte à peu près 2 millions de francs CFA si jamais il tue sa cible. Donc dans un pays qui est gangréné par la misère, le chômage, où il n'y a pas d'avenir, notamment pour une jeunesse qui est extrêmement nombreuse, eh bien c'est un atout puissant pour une cause à laquelle il n'adhère pas forcément d'ailleurs. Donc sans la prise en compte de la population, la lutte contre le terrorisme sera difficile et vaine. Donc il faut rechercher cet appui de la population, au mieux son soutien, au pire sa neutralité. Ça passe par le respect, le soutien direct, je l'ai évoqué, à travers les aides médicales, par exemple, que nous effectuons dans toutes nos opérations, les actions civilo-militaires, des actions indirectes également, à travers ces opérations d'influence, on en mène un certain nombre, notamment la tradition orale est extrêmement importante dans la société malienne, donc on utilisait fortement le vecteur de la radio pour faire passer un certain nombre de messages. Et enfin, comprendre les réactions de cette population. Je disais régulièrement et à chaque fois, et je le martelais aux différents chefs de corps, de bien prendre en compte et de respecter la population qui n'est pas responsable ni coupable de l'emprise des GATT sur elle. Donc c'est un point important. Cette population est avant tout victime, elle n'est pas forcément acteur, et elle n'a pas à porter la responsabilité de l'action et de l'emprise des GATT. Des exemples, j'en ai à foison. Je repense à cette attaque du 24 février qui a coûté la mort à 2 de nos camarades et blessé un chef de corps dans l'entrée en premier à Ménaka. Eh bien, on a été obligé ensuite de prendre des mesures vis-à-vis des populations, des mesures de protection actives dans tous nos convois, dans nos opérations, qui ont généré une forme de distanciation vis-à-vis de cette population qui s'est éloignée de nous. Donc, il a fallu trouver un point d'équilibre entre la nécessaire protection et puis l'ouverture aux populations. Voilà. Donc, la guerre au milieu des populations où l'action au milieu des populations reste quelque chose d'extrêmement compliqué et complexe à mettre en œuvre. Nous ne sommes pas chez nous, il y a un passé et parfois un passif derrière nous, j'y reviendrai, donc il faut être très prudent dans la façon dont nous abordons ces opérations. Alors l'interculturalité, elle s'exprime aussi avec nos partenaires, et au premier rang desquels les acteurs institutionnels des armées avec lesquels nous travaillons. Bien sûr les FAMA, Forces armées maliennes, mais également la force conjointe du G5 Sahel. FAMA qui est une armée largement mono-ethnique,
et qui aujourd'hui éprouve de grandes difficultés à pouvoir être engagé dans le nord du Mali, qui est une zone qui est totalement différente du sud, avec de vraies problématiques tactiques et culturelles pour ces soldats. La force conjointe du G5 Sahel, sur laquelle je ne m'étendrai pas trop, mais que nous avons appuyé totalement et en permanence pendant 1 an en opération, qui est une force en devenir, qui est une force extrêmement fragile, parce que, et c'est mon avis, je l'ai dit à nos autorités, nous avons voulu aller trop vite, trop loin, trop fort avec cette force conjointe du G5 Sahel, en exigeant d'elle, comme préalable à la fourniture de financement et de logistique, en exigeant d'elle des résultats, alors qu'on a oublié que cette force conjointe n'était que l'émanation d'armées nationales qui étaient elles-mêmes en grande difficulté. Les conditions du succès du travail avec nos partenaires, ils sont essentiels, c'est les embarquer en permanence avec nous dans nos missions, et ceci quelle que soit la nature de nos opérations, pour les légitimer auprès des populations auprès de qui nous intervenons. On l'a fait dans la zone du Liptako, du Gourma et dans le nord. Les former également avec un objectif de leur permettre d'acquérir une certaine autonomie tactique, au moins partielle. Leur rendre la confiance en eux, c'est un facteur extrêmement important et je crois que c'est une des choses fondamentales qu'on a réussi à leur apporter, c'est cet appui pour les rendre le plus autonomes et à leur rendre la confiance et les aider à se réimplanter dans le Nord. J'observe que dans le partenariat militaire opérationnel qui est cher à l'armée française et d'ailleurs dont la doctrine est en train de se mettre en place et c'est une excellente chose, nous avons de vrais savoir-faire, encore une fois, historiques et culturels, car nos camarades africains, très rapidement, agissent par mimétisme par rapport à nos propres opérations. Mais l'interculturalité, ça s'exprime aussi vis-à-vis d'acteurs qui ne sont pas forcément militaires, des acteurs civils, les ONG, le développement. Et j'ai la conviction qu'au Mali, en particulier au Mali, il n'y a pas de solution strictement militaire. Et il nous faudra mettre en place une stratégie globale. Là aussi, il n'y a rien de nouveau, puisque dans le cadre de la revue Sahel, je pense que l'ambassadeur Châtaignier a dû en parler ce matin, cette revue Sahel, cette stratégie globale, elle est validée par les plus hautes autorités, par le président de la République, qui l'a validée l'année dernière. Donc stratégie globale, car l'objectif pour nous, c'est bien de casser le lien entre les terroristes et la population pour espérer endiguer cette prééminence des faits terroristes et le fait qu'ils contraignent les populations. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que la réalité, c'est que les populations du centre et les populations du nord sont assez largement abandonnées par les autorités locales et nationales et finalement se jettent dans les bras des premiers qui leur offrent ce dont ils ont le plus besoin, c'est-à-dire d'un minimum de justice et d'un minimum de sécurité, quand bien même ce serait l'application de la charia. Alors nous avons travaillé avec les groupes d'autodéfense. Donc j'ai fait ce choix qui était un choix personnel au départ, mais qui a été validé par les plus hautes autorités militaires et politiques, et que c'est un outil très efficace s'il est encadré. Les groupes d'autodéfense, le mouvement du salut de l'Azawad, des Daoussak, mais également les IMRAD du général Gamou, qui est un général de l'armée malienne. Donc une coordination tactique sur le terrain, efficace, qui donne des résultats. J'avais imposé 3 critères pour faire le choix de ce travail. La légitimité vis-à-vis de l'État malien, la stricte lutte contre les terroristes et le respect du droit international humanitaire. Bon, sur ce dernier point, le DIH, je vais m'y arrêter juste une seconde, si vous permettez. C'est un impératif qui est délicat à mettre en œuvre dans un conflit de nature contre-insurrectionnelle que nous avons, parce qu'on a affaire à des sociétés ethniques, sur des bases ethniques, qui sont intrinsèquement violentes. La violence est intrinsèque, c'est un vecteur d'expression, et qui parfois se trouvent elles-mêmes en difficulté vis-à-vis de terroristes qui appliquent des principes qui n'ont rien à voir avec le respect du droit, bien évidemment. C'est délicat à mettre en œuvre parce que ce DIH, je ne dirais pas qu'il est un frein à l'action, je ne peux pas me permettre de dire une chose de cette nature. Néanmoins, on a cherché à l'imposer, par exemple, la communauté internationale cherche à l'imposer à la force conjointe du G5 Sahel, ce qui est parfaitement normal.
Mais en même temps, quelque part, on génère des contraintes à l'action de cette même force parce qu'elle n'y est pas préparée. Elle n'y est pas préparée. Un des principaux freins et difficultés qu'a rencontré la force conjointe du G5 et son général Didier Dacko, pour lequel j'ai le plus profond respect, c'est de devoir mettre en place un PC qui est à la fois un PC stratégique et un PC tactique d'une force qui n'était pas préparée pour ça, avec des repères qui sont des repères avant tout occidentaux, portés par l'Union européenne, portés par l'ONU, portés par la France, bien évidemment, mais avec un conditionnement du soutien qui était fait au respect de ces principes-là. Et ça, c'était difficile. Néanmoins, ce sont bien évidemment des valeurs qui honorent ceux qui les respectent et qui discréditent les autres, c'est-à-dire les terroristes. Et ça, les GATT l'ont bien compris. Et dans notre travail, dans notre coopération avec les GADA, les terroristes n'ont pas hésité à utiliser l'arme des exactions intercommunautaires, interethniques, en nous faisant porter la responsabilité, enfin plutôt en faisant porter la responsabilité aux groupes d'autodéfense et en nous accusant indirectement de soutenir donc des auteurs d'exactions. Ce qui n'était bien sûr pas la réalité, je peux en témoigner. J'en ai témoigné très directement et j'en ai parlé à M. Nguefa, le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. On s'est expliqué assez fermement mais assez clairement sur le sujet. Je l'ai invité non pas à faire des études théoriques à Bamako, mais à venir nous rencontrer sur le terrain avec nous, de manière à constater la réalité, ce qu'il a eu un peu de mal à faire. Alors oui, le travail avec ces groupes d'autodéfense, le MSA, je l'ai cité, le GATIA, mais aussi le CJA qui œuvre dans la région de Tombouctou, est une réalité et porte ses fruits. Ce ne sont pas des enfants de cœur, je ne prétendrai pas ça, mais nous avons une grande influence sur eux. Ils agissent eux aussi par mimétisme de nos actions, de nos comportements, et ils gagnent ainsi en reconnaissance et en légitimité, tant vis-à-vis des populations que vis-à-vis des autorités. Alors, une petite conclusion partielle à ce niveau. Mon état final recherché, il était finalement simple, c'était que les forces partenaires, FAMA, forces conjointes, prennent un ascendant irréversible sur les groupes terroristes. Et pour moi, le but était de créer avant tout les conditions nécessaires pour permettre l'émergence d'une solution politique. Comme je l'ai dit, il ne peut pas y avoir de solution strictement militaire et sécuritaire au Mali. Ce sera avant tout une solution politique. Donc mon souci, qui a été un peu mon fil conducteur, mon leitmotiv permanent pendant 1 an, ça a été de transformer les succès tactiques de Barkhane, qui sont réels, et mesurables, en leviers d'action qui soient exploitables au niveau stratégique. Mais le constat que je le fais, c'est que Barkhane est seul. Barkhane est très seul, par manque de relais de notre action, par manque de cohérence un petit peu, ou en tout cas des difficultés dans la mise en œuvre de cette stratégie globale voulue par nos autorités, par la complexité d'une crise dont les fondements sont sociétaux, politiques, même si la traduction en est sécuritaire. Donc l'interculturalité, je l'ai dit, elle est partout. C'est un des paramètres structurants de notre action. C'est un atout, mais ça peut être aussi, vis-à-vis de nos partenaires, une contrainte, ou en tout cas une difficulté. Nos partenaires, indirectement et parfois sans le vouloir, peuvent être des alliés, parfois encombrants, ou en tout cas difficiles, avec lesquels il est difficile de travailler. Alors ce sont certes des partenaires, là je ne parlerai que de Barkhane, des partenaires qui soulagent Barkhane, partagent le fardeau de cette lutte antiterroriste. Je parle du renseignement fourni par les Américains, du contrôle de zone et de l'appui fourni par la MINUSMA, de la formation des FAMA par l'Union européenne avec la mission EUTM, des forces de sécurité intérieure par ECAP. On a aussi des pays qui contribuent financièrement ou par de la formation, comme je l'ai dit, qui soutiennent Barkhane, directement ou indirectement. Les Estoniens qui sont venus également nous fournir un appui en fournissant une cinquantaine d'hommes qui sont intégrés à la force et des moyens de transport que nos camarades britanniques, des CH-47, ont mis à notre disposition. Mais on est parfois concurrent avec un certain nombre de ces acteurs, et je citerai simplement un exemple dans l'attaque de Tongo Tongo, qui était le 1er avril de mémoire, cette embuscade qui a fait 4 morts chez les forces spéciales américaines. Et bien en fait, c'est au cours de cette opération qu'on a découvert qu'on avait des forces spéciales américaines qui agissaient
tout au sud, juste au sud de la frontière malienne, côté Niger, alors que nous-mêmes y travaillons, y agissions, et on n'avait pas cette information. Donc en fait, chacun un peu a ses agendas, plus ou moins ouverts, plus ou moins partagés, une stratégie à dérouler. C'est un élément à prendre en compte dans nos opérations, au niveau de l'état-major et au niveau du command fort. Il faut aussi parfois gérer certaines frustrations. Par exemple, la MINUSMA qui doit composer avec un certain nombre de restrictions d'emploi, des caveats, comme on appelle en jargon militaire. Je vais en citer un exemple également, les Pays-Bas et les Allemands qui avaient des difficultés dans le contrôle et la saisie des armements, et en tout cas qui ne pouvaient le faire que lorsqu'il y avait une menace avérée et directe et grave contre leurs propres troupes. Donc, quelque part, des acteurs qui, au sein de la MINUSMA, ne pouvaient pas mettre en œuvre, pourtant, les directives qui étaient données par le Force Commander, le général de Koninck. Donc, derrière, il était difficile pour Barkhane d'être plus disant que la MINUSMA dans ses acteurs, dans ses actions de stabilisation ou de contrôle de l'armement, notamment. Ensuite, l'interculturalité, on la vit également au quotidien avec les autorités, qu'elles soient locales ou nationales. Avec les pays avec lesquels nous agissons et la France, il y a un passé. Bien évidemment, entre la France et les États du Sahel, il y a aussi un passif. Et la question de souveraineté est quand même au cœur des relations politiques, bien évidemment, mais qui ont des traductions, y compris au niveau tactique et opératif à laquelle je me situais. Très clairement, ça a un impact sur leur opinion nationale. Je vous citerai deux exemples. Le président Aziz en Mauritanie ou le président Déby au Tchad, il n'a aucun problème pour recevoir le command fort quand je le souhaitais ou quand il souhaitait me rencontrer, mais jamais ils n'accepteront qu'un soldat français mette les pieds dans la tare ou aille agir dans le Bet, dans le nord du Tchad. Certains acteurs, qu'ils soient politiques ou des acteurs sociaux, les médias, l'opinion publique, sont assez prompts à utiliser l'épouvantail anti-français pour resserrer autour d'eux la cohésion nationale. C'est quelque chose quand même qui est un fait structurant et que j'ai bien souvent ressenti. Et puis il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui viennent agir en BSS et au Mali et qui viennent faire des offres entre guillemets commerciales avec des financements qui peuvent paraître plus séduisantes que les nôtres. La Chine, par exemple, est un acteur important. J'ai cité le cas de l'Allemagne, mais c'est également le cas des Italiens qui ont des intérêts propres dans ces régions et qui cherchent à promouvoir finalement des aides bilatérales, des aides financières, auxquelles, bien évidemment, nous n'avons pas mot à dire, puisque ça ne nous concerne pas directement, mais qui fait qu'avec nos camarades et nos partenaires, et jusqu'au niveau des chefs d'état-major d'armée, qui était le niveau avec lequel je travaillais essentiellement, on est souvent dans une logique, ou parfois dans une logique de mise en concurrence des différentes aides à leur profit. C'est quelque chose d'assez paradoxal. Donc, moi, je disais très souvent au CPCO, au cabinet de la ministre, quand j'étais sollicité, qu'il fallait faire attention dans nos relations que nous avions avec les autorités politiques et militaires, se garder de leur imposer quoi que ce soit, et qu'avant tout, on agissait dans des États qui étaient avant tout souverains, et qu'on ne faisait pas, et qu'on ne pouvait pas imposer tout et n'importe quoi. Alors, si j'avais deux choses à dire sur Barkhane, je dirais qu'il est impératif, dans des contextes aussi compliqués, d'avoir une compréhension intime des racines et des acteurs de la crise. C'est un facteur de succès principal de l'action militaire dans ce contexte d'engagement, que je résumerai d'une phrase qui parlera bien aux militaires. Je dirais un peu plus de Lyautey et un peu moins de Clausewitz dans notre préparation, dans la prise en compte culturelle de ces combats. Bien évidemment, il faut faire les deux. Bien évidemment, il s'agit de faire les deux, mais le fait culturel, le fait historique, le fait social, le fait politique sont essentiels. Bon, vous connaissez la clé de lecture de la crise malienne, je ne reviens pas dessus, une opposition nord-sud qui est très marquée sur des bases ethniques, une opposition entre les communautés nomades et les communautés sédentaires, agriculteurs, éleveurs,
Mais, et ça c'est moins connu, c'est une vraie crise au sein de la société touareg, une société très clanique, très hiérarchisée, répartie en clans, fractions, ethnies, etc. Et c'est une véritable lutte des classes qui s'exprime entre les différentes ethnies et tribus touareg. Donc une double opposition nord-sud et une opposition nord-nord. Et il n'est pas surprenant que la zone de friction soit la boucle du Niger élargie, la zone du Massina, qui aujourd'hui concentre les actions majeures de violence. Ce n'est pas étonnant que ce soit dans cette zone-là que ça se situe. Donc je l'ai dit, le problème il est avant tout politique, car tous les acteurs sont dans une logique de défense d'intérêts communautaires sur fond de contrôle de trafic en tout genre. Tout ce trafic en BSS, c'est un mode de commerce. Donc quand on me dit qu'il faut lutter contre les trafics, moi je veux bien, mais ça veut dire qu'on va mettre à plat les échanges, ou une bonne partie des échanges commerciaux qui sont en vigueur dans ces pays-là. L'émergence des groupes armés qui sont une véritable plaie dans la région, c'est la conséquence directe de ce communautarisme et de l'abandon, ou en tout cas de la très grande difficulté de l'État malien pour s'imposer et imposer ces unités de sécurité, qu'elles soient forces de sécurité ou FAMA, dans le centre et dans le nord. Pour moi, l'analyse que j'en fais, c'est que le djihad n'est qu'un support, un vecteur et un alibi dans une volonté de contrôle et de prise de contrôle des rouages de l'État. Et c'est également une volonté de pouvoir conserver le pouvoir par la force, par des ethnies ou par des groupes qui aujourd'hui sont très marginaux, très minoritaires en termes de volume et qui n'ont pas d'autre moyen de continuer à exister que de s'associer avec les terroristes pour conserver le pouvoir. La deuxième chose que je dirais, c'est la nécessité d'une stratégie globale, je l'ai évoqué, c'est-à-dire de transformer les résultats tactiques en leviers stratégiques, avec la nécessité d'embarquer avec nous les autorités locales, les autorités étatiques, les FAMA, mais également les acteurs de développement. Les acteurs de développement, qu'ils soient des acteurs locaux, africains, qu'ils soient maliens, mais qu'ils soient également des acteurs français, de l'Union européenne ou autres. Il s'agit en effet de restaurer dans les zones où nous agissons l'autorité et la présence de l'État. Moi, j'avais de contacts très réguliers, notamment avec le gouverneur de la région de Gao, de Ménaka, Daouda Maïga, et on travaillait ensemble pour faciliter et restaurer cette autorité et la présence des autorités, des préfets, des maires, de cercles, etc. Aider les populations, casser le lien entre les terroristes et la population, je l'ai évoqué. Donc le Comanfort est un acteur de la stratégie de la France. Ce n'est pas le seul, il en est un acteur. Ce qui est véritablement un défi et un constat que je fais un petit peu, c'est les limites de l'action tactique que je l'ai évoqué. Je l'ai dit, pas de solution militaire stricte et seule au Mali. Avec une segmentation des responsabilités qui, moi, personnellement, je vous parle en toute franchise, qui m'a semblé un petit peu lourde à porter, à supporter, avec des étanchéités entre les segments politiques, diplomatiques, militaires, etc., qui me semblent un petit peu artificiels, ou en tout cas qui ne sont pas vecteurs d'efficacité. Donc le Comanfort et Barkhane doit entretenir et remplir sa mission dans un environnement qui est compliqué, hétérogène, marqué par des objectifs différents, des positions souvent inavouées. En fait, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas d'amis dans une opération de cette nature-là. On a souvent des concurrents et parfois des ennemis très concrets directement face à nous. Barkhane apparaît ainsi facilement comme on est un des seuls acteurs à agir concrètement sur différents champs, comme le bouc émissaire des échecs des autres. Moi, comme je l'ai dit, j'étais responsable des actions au niveau tactique et opératif. Au niveau stratégique et l'exploitation de nos opérations au niveau stratégique, c'est une autre dimension à laquelle je contribue, sur laquelle je peux avoir un avis, mais qui n'est pas de ma responsabilité propre. Dans les relations avec nos camarades africains, ce qui était quelque chose de très important pour moi, et je le disais en permanence à mon état-major, à ceux qui travaillaient auprès de l'état-major de Didier Dacko à Sévaré, savoir être présent sans être pesant. Parce que tous les jours, et ça je le disais aussi très clairement, on leur rappelait leur incapacité ou leur très grande difficulté qu'ils avaient à faire face à la menace. Donc on peut comprendre que notre présence soit finalement difficile à vivre au quotidien. Et les relations que j'ai pu nouer et que j'ai réussi à nouer
avec les chefs d'état-major d'armée des pays du G5, le général Mbemba Keïta, Ghazouali en Mauritanie, Sénégarba, puis son successeur Ahmed Mohamed, avec lequel j'étais élève quand j'étais dans l'école d'application d'infanterie à Montpellier. Donc tout ça, ça crée des liens. Tout ça, c'est aussi de l'interculturalité qui se cultive de façon très jeune. Eh bien, ces relations de confiance avec les chefs d'état-major, elles ont eu lieu au fil du temps. Il a fallu qu'on apprenne à se connaître, à se découvrir. Il faut du temps à l'action pour partager ensemble. Bon, quelques mots de synthèse. Les résultats tactiques de Barkhane sont réels. Je ne rentrerai pas dans trop de détails, mais il se traduit par un affaiblissement très net des GATT, quand bien même on entend dire les choses diverses dans la presse, ou dans une certaine presse, on va dire, mais un affaiblissement très net des GATT, ce qui d'ailleurs se traduit paradoxalement par une augmentation de la violence. C'en est la conséquence directe. J'avais fixé comme objectif d'agir dans une zone qui était la zone de la frontière nigéro-malienne, dans la zone du Liptako, du Gourma contre l'État islamique d'Abou Walid al-Sahraoui. Mon effet majeur était de neutraliser ce groupe terroriste qui mettait à feu et à sang toute la région du Liptako, notamment la piste entre Gao, Ansango, Menaka, et qui était un des axes majeurs pour les populations pour pouvoir vivre et survivre. Bon, cet effet majeur a été atteint puisque un certain nombre des adjoints directs d'Al-Sahraoui ont été mis hors de combat, pour employer le mot réglementaire. Donc 3 Alpha, Al-Mansour Agal-Kassoum, Tinka, les réseaux de pose d'IED, les réseaux logistiques ont été démantelés, neutralisés. Un certain nombre ont été blessés. Ikarai, qu'on a beaucoup cherché, Abdul Hakim également, ont été blessés. Ils sont partis se planquer, etc. Et Sahraoui lui-même, a priori, est en fuite. Et c'est un Mauritanien, probablement retourné dans le désert mauritanien. Bon, paradoxalement, si notre action a eu un effet sur les GATT dans la zone où nous agissions, y compris dans la zone jusqu'à Tombouctou contre Al-Fourqan, mais également dans la zone de Kidal et jusqu'au nord Mali, il y a une transition de la violence vers la zone centrale, vers la zone du Massina, comme je l'ai évoqué, où le président malien et le président français ont clairement dit qu'il était hors de question que Barkhane agisse. Jusqu'à cette semaine, puisqu'il y a une opération qui a donné des résultats tout à fait remarquables, puisqu'a priori, mais ça demande à être confirmé, Amadou Koufa aurait été neutralisé dans une opération qui a eu lieu il y a quelques jours, qui pourrait être un tournant important, vu l'importance que prenait la Katiba Massina et Amadou Koufa comme adjoint direct de l'Iyad Agrali dans ce cadre-là. Bon, mais la difficulté, même si mon effet majeur a été atteint, c'est rien qui vient capitaliser sur nos succès, en tout cas pas grand-chose. Une crise qui perdure parce qu'aucun problème de fond n'est réglé, parce qu'en fait, bien souvent, on lutte contre les causes, on ne lutte pas contre les conséquences fondamentales de cette crise, qui sont encore une fois sociétales et politiques avant tout. Donc, lutter contre les GATT, désarmer les groupes armés signataires ne suffira pas, il faut vraiment traiter les causes, qui pose pour moi une question de fond à laquelle je n'ai pas de réponse, qui a un intérêt légitime et objectif à sortir de cette crise, avec le corollaire qui s'applique un peu à tout le monde, c'est la tentation de l'inaction. Alors ce qu'il faudrait faire, je n'ai pas de recette magique, faire preuve de courage, de volonté, de compréhension à tous les niveaux, mettre des mots sur les mots MAUX, dénoncer clairement les coupables et non pas se voiler la face, arrêter de croire qu'on obtiendra des résultats au Mali en BSS par la culture du consensus. Je vous l'ai dit, la société malienne est une société violente et malheureusement, le consensus, ils ne connaissent pas. On peut essayer, mais on passera notre temps à palabrer. Ce sont des professionnels de la palabre, tous. Et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, mais nous ne parviendrons pas. En tout cas, c'est mon avis, pas forcément partagé, mais je vous l'exprime comme je le pense. Bon, au plan militaire, je suis convaincu de l'utilité de la force parce qu'il faut aussi regarder en creux que se passerait-il si Barkhane partait brutalement, etc. Je pense qu'il y a un risque et un potentiel de déstabilisation important tant que la situation au centre et tant que l'Iyad Agrali ne sera pas neutralisée. Je crois surtout qu'il faut mettre en œuvre cette stratégie globale voulue par le président Macron et validée à travers la revue Sahel. Georges Clemenceau disait
La guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux et je pense qu'on a tout à fait notre rôle dedans et je pense que le militaire est prêt à travailler avec des acteurs civils, des acteurs de développement. J'ai appelé de mes voeux un adjoint direct qui soit un conseiller développement pour mettre en œuvre cette stratégie en parallèle de l'action de Barkhane en visant les populations avec un succès très mitigé. Moi, j'observe que c'est difficile pour les civils, pour différents acteurs, des ONG, mais même des acteurs étatiques, de travailler avec nous. Pour différentes raisons, peut-être un peu de dogmatisme ou d'idéologie, mais je ne rentrerai pas sur ce champ-là. Finalement, l'interculturalité, elle est au cœur de l'action de Barkhane. Je la traduis par 4 verbes: connaître, comprendre, respecter, agir. Et je crois que le soldat français, quel que soit son grade, sa fonction, sa spécialité, il a un certain savoir-faire dans ce domaine-là. Je ne dirais pas que c'est un génie de ce domaine, mais en tout cas, on le met en œuvre avec un savoir-être qui me semble plus important, ou en tout cas aussi important que le savoir-faire. Je crois au savoir-être, au positionnement, à la compréhension, encore une fois, intime des acteurs comme fondement de l'action. Mais on s'américanise, j'ai rien contre les Américains, mais on s'américanise, et j'observe qu'on n'a pas le monopole de l'intelligence de situation, qu'il y a également un certain nombre d'autres acteurs qui le partagent. Donc là aussi, il ne faut pas être trop présomptueux dans nos approches. J'observe également chez nous une tentation d'un repli, d'une forme de repli un peu identitaire. La volonté de simplifier, je l'ai dit, c'est-à-dire le refus de la complexité. Il ne faut pas refuser la complexité dans nos engagements, sinon on passera à côté du combat. Moi, j'ai des exemples très concrets, y compris personnels, qui m'ont fait pas forcément tout à fait comprendre la situation comme elle se présentait, par défaut de préparation. Je pense qu'il faut travailler la culture générale dans nos opérations, et que ça se travaille largement en amont du déclenchement d'une opération. Je note aussi parfois une volonté de nous extraire, de ne pas partager le quotidien des soldats, des populations locales que nous croisons, nos plateformes déserts, même si je peux les comprendre d'un point de vue sécuritaire, bien évidemment, mais elles mettent des barrières, elles génèrent des barrières. C'est ce qu'on avait en Afghanistan aussi avec les phobes. Donc on ne fait plus participer les populations, il y a une coupure artificielle, jusqu'à y compris dans nos modes d'alimentation modernes actuels, où finalement on ne fait plus ce que l'on faisait encore il y a 15 ans ou 20 ans, c'est-à-dire nous approvisionner sur les marchés locaux, faire participer la population, ça crée du lien, ça permet de... Voilà. Faut faire attention à toutes ces petites dérives pour pas que ça nous casse ce lien privilégié. Bon, pour moi, l'interculturalité, ça s'apprend. Je suis très heureux du tournant et de l'effort qui est fait pour l'institutionnaliser au sein des armées, et en particulier au sein de l'armée de terre, à travers l'EMSOM, le partenariat militaire opérationnel. Ça se cultive, ça s'entretient au quotidien et ça se met en œuvre dans la durée. Voilà. Et puis j'ai trouvé une petite citation pour conclure, mais qui traduit assez bien mon état d'esprit. Celui qui détient les convictions les plus rigides sur l'avenir est la personne la moins prête à l'affronter. C'est de Watts Walker, qui était chercheur et un grand capitaine d'industrie, je crois. Donc moi, dans les opérations, je recommande une certaine dose d'humilité, à ne pas confondre avec le refus de l'action, c'est bien tout le contraire. C'est bien d'agir qu'il faut faire, mais en toute connaissance de cause, en tout cas avec une connaissance la plus intime possible. Ça place la compréhension au cœur de l'action, pour en faire un levier amplificateur de puissance. Et pour moi, l'interculturalité, très clairement, est au cœur de ce processus de compréhension. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Il y a peut-être pas... J'ai peut-être été trop long. Une question dans la salle. Mon général. Eh bien, merci beaucoup, mon général, pour cet exposé, pour ce brillant exposé. J'avais en fait 2 questions à vous poser. La première, c'était l'adhésion de la population. Est-ce que vous avez noté, à votre niveau, une différence d'adhésion de la population à l'opération Serval par rapport à l'opération Barkhane? C'est ma première question. Et ma seconde question, c'est pour revenir sur quand même quelques avancées qui semblent avoir été quelques avancées dans les mois précédents.
quelques réussites de l'accord de paix. Notamment, je pense à la démobilisation récente de 1500 combattants armés, ainsi que l'émergence de patrouilles mixtes qui, a priori, commencent à mener des opérations. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce deuxième point. Merci beaucoup, mon général. Oui. Bon, l'adhésion des populations, alors vis-à-vis de Serval, je ne pourrais pas trop en parler parce que je n'étais pas dans cette opération. Je crois qu'il y avait une vraie attente, mais surtout des communautés du sud du Mali dans le cadre de l'opération Serval. Je pense que la population était dans une très grande crainte puisqu'il y avait une pression terroriste et une occupation du Nord Mali par les djihadistes préalablement au déclenchement de l'opération Serval. Donc je pense qu'il y avait une forme de crainte. Je pense qu'avec Barkhane et l'action de nos partenaires, il y a un lien qui s'est créé, en tout cas je l'espère, avec les populations, même s'il faut, je l'ai dit, un enjeu majeur et il faut travailler dessus. Bon, partout où nous sommes allés, je n'ai jamais rencontré d'hostilité majeure des populations. Parfois de l'indifférence, parfois de la crainte, mais le fait d'avoir des opérations qui s'inscrivent de longue durée sur le terrain, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a littéralement labouré le terrain du Liptako sur une zone d'à peu près 600 km sur 200 du nord au sud, avec le plus de présence possible. Le lien que l'on crée avec les populations est réellement un levier amplificateur. Donc, et on a apporté l'électricité à Ménaka. À Ménaka, par exemple, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait plus d'électricité. Pour ça que je parlais du développement tout à l'heure. C'est un petit mécano chez nous qui a passé 48 heures sur les stations électriques de Ménaka et qui a commandé 2 ou 3 pièces, on l'a remis en route et on a remis l'électricité. Il ne faut vraiment pas grand-chose pour apporter quelque chose et un peu de bien-être à ces populations. Et le levier, encore une fois, est extrêmement important vis-à-vis des populations. Bon, sur les avancées de l'accord de paix, oui, il y a des processus qui se mettent en place, mais qui sont des processus timides, très timides, parce que la défiance est importante entre les acteurs, entre la CMA et la plateforme. Alors oui, il y a effectivement de 1500 qui ont été démobilisés, mais la CMA et le HCUA, en particulier d'Al-Rabas, Sintala, refusent aujourd'hui à d'autres communautés du Nord de venir justement à Kidal et pour être intégrés dans le processus DDR. Refuse par exemple au MSA d'Aoussak, d'Acharatoumane, ou au Gatia de Gamou de revenir dans la région de Kidal pour participer à ce processus de démobilisation. Donc si vous voulez, c'est un processus très timide et qui est chacun regardé au prisme de ses seuls intérêts. Bon, par ailleurs, les MOC constituent des cibles privilégiées. Ils ont déjà été attaqués à de nombreuses reprises. Donc il va falloir être prudent sur la façon dont c'est mis en place. Néanmoins, c'est une avancée, vous avez raison, c'est une avancée. Il y a des patrouilles mixtes. On en a fait également à Ménaka avec les FAMA, avec le MSA d'Aoussak, même avec la CMA. Donc on a créé ces patrouilles mixtes, on les a fait mis en place. L'avenir, je pense, est à la création des unités spéciales antiterroristes, qui est un projet de l'État malien, qui est prévu dans l'accord de paix et de réconciliation, qui tarde un peu à se mettre en route, un petit peu pour ces questions-là, mais qui, je pense, est une voie d'avenir. Oui. On va arrêter là parce qu'on est déjà très serré en horaire. Donc, je vais demander à son Excellence, Madame la Secrétaire Générale, de faire sa... Alors, avant de céder la parole à Madame Michaëlle Jean, je reviens sur votre parcours. Alors, vous avez été élu secrétaire général de la francophonie le 30 novembre 2014 et votre parcours est vraiment le symbole même de l'interculturalité. Vous êtes né à Port-au-Prince, en Haïti, et avec vos parents, vous avez fui au Canada en 1968. Vous avez fui la dictature de François Duvalier. Le Québec devient votre terre d'accueil. Après des études à l'Université de Montréal, vous obtenez des bourses pour étudier aux universités de Pérouse, Florence et Milan. Vous parlez 5 langues, français, anglais, italien, espagnol, créole, et vous lisez le portugais. Vous connaissez une brillante carrière de journaliste. En 2005, vous devenez la première gouverneure et la première femme gouverneure générale et commandante en chef du Canada. De 2010 à 2014, vous avez été envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti, jusqu'à votre élection à la tête de la francophonie. Et en 2012 jusqu'à 2015, vous avez été également chancelière de l'Université d'Ottawa. Arrivé à la tête de l'OIF, vous héritez d'une feuille de route extrêmement ambitieuse dans un monde confronté à de nombreux défis que sont
la sécurité, le développement, le changement climatique, et également dans un contexte de repli identitaire et de montée des nationalismes. Madame, je vous cède la parole. Merci, merci infiniment pour cette présentation. Je dois dire que chaque fois, c'est remettre les temps d'un parcours dans un certain ordre et sachant aussi tout ce qui nourrit ce parcours. Je veux saluer le général d'armée Jean-François Hogarth, inspecteur général des armées. Je suis ravie de vous retrouver, mon général. Le général Philippe Delbos, commandant l'état-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger. Le général Bruno Guibert, que nous venons d'entendre et que nous avons écouté avec la plus grande attention. Mesdames et messieurs les officiers supérieurs des armées françaises, Monsieur Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial de l'ONU en Centrafrique et chef de la MINUSCA, cher ami. Monsieur l'ambassadeur Jean-Marc... Est-ce qu'il est là, l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier? Il n'a pas pu revenir. Enfin, il était là ce matin, envoyé spécial de la République française pour le Sahel. Monsieur l'ambassadeur Hervé Latsous, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés en tant que conseiller spécial. Mesdames et messieurs, comme nous aimons dire en francophonie, je vous salue en vos titres, grades et qualités. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ici à l'école militaire, ce joyau du patrimoine architectural dont la riche histoire reflète depuis le XVIIIe siècle celle de l'armée française. Et je remercie le commandant de l'état-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger, l'EMSOM, pour cette invitation. Mon général a co-présidé ce colloque aux côtés du général Bosser qui a prononcé le mot d'ouverture ce matin. Le général, vous savez, général Delbos, je suis d'autant plus sensible à cet honneur qu'en tant qu'ancienne gouverneure générale du Canada et commandante en chef des forces canadiennes, j'en mesure pleinement la signification et la portée. Je me sens en quelque sorte dans mon élément en cette école militaire qui me rappelle ces mêmes hauts lieux de formation au Canada, et je salue les efforts de coopération entre mon pays et la France qui ont un même souci, j'ose le dire, d'une offre de qualité des plus novatrices et des plus pertinentes. J'ai vu dans mes anciennes fonctions des soldats français et canadiens agir ensemble sur des fronts difficiles. Je l'ai vécu de près à Kandahar, en Afghanistan, comme dans le cadre de missions de maintien de la paix en Haïti et en Afrique. J'en ai été témoin aussi en tant que secrétaire général de la francophonie. Je n'oublie pas comment, par exemple, cher Parfait Onanga Nyanga, avec le soutien des troupes sous votre commandement, nous nous sommes rendus ensemble avec le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, à la rencontre des populations déplacées de force et par des milices prédatrices et réfugiés dans des camps à Bambari. Et en toute humilité, vous l'avez dit ce matin, et le général Guibert aussi a dit cela, en toute humilité, nous avons cherché à saluer cette capacité aussi de ces populations mises à l'épreuve et qui cherchent à rassembler par tous les moyens des conditions pour que la vie triomphe du malheur. Ces femmes qui nous disaient, par exemple, dans ces camps, bon voilà, il est important de tenir les enfants occupés, de leur enseigner, et nous avons toujours ces gestes, ces actions, ces initiatives, même dans les camps, où l'on tente, on le voit, de reconstituer des conditions pour que la vie triomphe. Cette coprésidence du colloque m'importe d'autant plus qu'elle constitue une preuve, s'il en fallait, que l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et vous, Forces armées françaises, sommes appelés à collaborer étroitement sur nombre d'objectifs, et en particulier dans cette mission universelle de construction de la paix et de la sécurité, qui suppose bien sûr la convergence pleine et entière du triptyque que forment la défense, la démocratie et le développement. L'ambassadeur Châtaignier ce matin a ajouté un autre D, et c'est pour dire aussi les droits.
Et si je suis là aujourd'hui, c'est également parce que l'OIF et l'EMSOM se retrouvent parfaitement dans ce concept clé d'interculturalité qui a été au centre des débats de la journée. Général Delbos, à mon tour de vous féliciter pour le choix de ce thème, l'interculturalité au prisme des actions militaires. L'interculturalité, je veux témoigner cette fois de façon plus personnelle, n'est pas pour moi un concept. J'ai envie d'en témoigner ainsi et de dire que c'est un humanisme. Un savoir, comme vous l'avez si bien dit, Général Guibert, un savoir-être qui pose essentiellement le rapport à soi, le rapport à l'autre et le rapport au monde. Je suis d'Haïti et l'histoire nous a marqué au fer rouge du déni d'humanité de la barbarie coloniale, l'idéologie de la suprématie d'une race sur d'autres, qui pendant des siècles justifiera l'ignoble, mais combien rentable, n'est-ce pas, traite de centaines de millions d'êtres humains, réduits en esclavage, conquis, dépossédés de tout, dépossédés de leur nom, de leurs liens, de leur lieu, de leur langue, du patrimoine qui les définit, de leur inscription aussi dans la marche du monde, de leur liberté et de leur dignité d'êtres humains, exploités comme des bêtes de somme. Un immense gâchis pour nous tous, un crime sans commune mesure qui nous a privés, au fait, de part et d'autre, de la possibilité de nous rencontrer. Et je suis de cette histoire et de celle d'une force infinie de résistance, une résistance indomptable qui nous amènera à réaliser l'impossible, nous affranchir par nous-mêmes, en revendiquant pour nous aussi, les nègres des plantations, ces idées des Lumières, liberté, égalité, fraternité, que nous avons ressenties dans nos chairs meurtries par le fouet, par tous les supplices et toutes les humiliations. Ce combat, nous l'avons remporté avec l'énergie de tous nos désespoirs, mais aussi de tous les espoirs, pour renaître à nous-mêmes, et pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout un continent. La première république noire de l'histoire de l'humanité, placée sous embargo par les empires esclavagistes qui ne souhaitaient pas que l'exemple se répande, financera avec ses maigres ressources les expéditions de Simon Bolivar, héros des indépendances des Amériques latines, à la seule condition qu'il libère tous les esclaves. Lui, fils quand même de famille esclavagiste. Haïti est, de par l'histoire, terre d'interculturalité. Notre afrodescendance s'inscrit dans la rencontre de tant de peuples du continent de nos origines, qu'un même sort tragique liera aux premières nations de cette terre conquise qui abritera la pire des exploitations que l'on puisse imaginer, donc ces peuples frères, Arawak, Taïno, Caribé, aujourd'hui décimés. Haïti deviendra vite une terre d'accueil des opprimés de tous les continents, y compris d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, qui y plongeront leurs racines. Étonnante histoire, je vous le dis, à laquelle vous devriez vous intéresser, mais combien vivace. Je suis aussi du Canada, terre d'asile, mon pays d'adoption, où je suis arrivée, comme vous le signaliez tout à l'heure, comme des millions d'autres réfugiés et migrants du monde entier. L'interculturalité au Canada est un pacte social, cultivé et vécu chaque jour comme une richesse et une responsabilité partagée, et avec une constante vigilance pour que rien ne vienne l'effriter ni le mettre en péril. Et lorsqu'au Canada, nous parlons de diversité, ce n'est pas pour dire l'autre ou les autres, mais pour dire nous toutes et nous tous, la nation et l'ensemble. Donc, vous comprendrez d'emblée que c'est riche de ces ADN croisés que je suis venue servir la francophonie, où tout est interculturalité, si centrale pour cette organisation universelle, née de la nécessité de renaître du colonialisme, de nous rencontrer enfin dans la réciprocité, la fraternité, partenaires, solidaires, au nom d'un humanisme intégral. Et la voici qui regroupe, à présent, 88 États et gouvernements membres répartis sur les 5 continents. L'OIF, grâce à ce puissant
levier qu'est la langue française, fédère une telle diversité de peuples aux multiples traits de civilisation, unis dans une volonté de coopération et autour de valeurs inaliénables qu'il nous faut défendre ensemble comme un gage de paix. Oui, la francophonie orchestre une intense coopération multilatérale fondée sur la reconnaissance de l'égale dignité de toutes les cultures. La paix ne peut se construire qu'ainsi. Et dans le combat que nous menons ensemble, face aux forces adverses et obscurantistes, qui ne cherchent qu'à ériger des murs entre les peuples, des barrières entre les cultures, il nous faut plus que jamais prendre le parti de cet humanisme et la défense de ces valeurs universelles. Il nous faut vaincre, aux côtés des populations, ces forces de destruction qui sont sans foi ni loi, qui pratiquent les pires violences, mettent à mal les droits et les libertés si chèrement acquis, ainsi que tous les efforts de développement. L'interculturel prend ainsi tout son sens. Nous le savons et nous y sommes très attachés. Nous l'avons de nouveau démontré en organisant à Fès en septembre dernier, en partenariat avec le Maroc, une conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions, dont le plan d'action irriguera la future programmation de la francophonie. Et ce plan nous invite à aller encore plus loin dans la lutte contre les stéréotypes, les préjugés, les discours de haine, afin de dépasser tous les clivages, de prévenir ces conflits sur les plans ethniques, idéologiques, religieux ou linguistiques que certains voudraient attiser. Nous allons de la réflexion à l'action, avec la création d'outils d'animation qui sont méthodologiques, pédagogiques, la diffusion de guides en faveur de la diversité culturelle et linguistique, y compris ce nouveau dispositif d'observation des dynamiques culturelles dans le monde francophone, que nous avons mis en place, ou encore ce réseau francophone de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, FrancoPrev. J'y reviendrai. C'est dans ce même esprit que les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont adopté lors du dernier sommet tenu à Erevan en Arménie le mois dernier un appel francophone pour le vivre ensemble en écho à l'initiative Libres Ensemble que j'ai lancée avec les jeunes en mars 2016, initiative qui dès le départ a touché plus de 2 millions de jeunes francophones sur la toile et désormais qui se décline en action sur le terrain dans un foisonnement d'initiatives citoyennes qui sont portées par la jeunesse, parce que l'espoir est là. Tout cela est engagé avec un réel sentiment d'urgence. Tant nous voyons les organisations criminelles exploiter quoi? Le désenchantement, le sentiment d'impasse et d'avenir bouché d'un très grand nombre de jeunes pour les embrigader et les amener à commettre le pire et à en être aussi les victimes. Là où ces criminels cherchent à les convaincre de réussir leur mort, nous nous efforçons, nous, d'amener des milliers de jeunes à réussir leur vie. Ce n'est pas une métaphore, c'est du concret. Le combat est là et c'est une véritable course contre la montre. Et Général Guibert, vous l'avez fort bien dit, il faut agir sur tous les fronts. Alors que les inégalités socio-économiques sont de plus en plus criantes, nous avons à cœur d'œuvrer à travers nos programmes en faveur de l'entrepreneuriat, de l'emploi des jeunes et des femmes, pour une croissance partagée, un développement inclusif et responsable, tout ce qui peut créer des possibilités, revitaliser des collectivités et donner des raisons d'espérer. Et dans le même temps, la montée de l'extrémisme violent et de la radicalisation, nous le voyons, ébranle les institutions, entretient la tendance au repli sur soi, dresse des communautés les unes contre les autres, exacerbe des conflits identitaires, religieux et ethniques qui sont toujours dévastateurs. Dans toutes ces situations d'une extrême violence, nous n'avons de cesse d'accompagner nos pays pour le rétablissement de la sécurité humaine, la sauvegarde de la démocratie et de la paix. Car ce qui nous unit en francophonie, c'est ce pacte politique inscrit dans notre charte fondatrice et dans nos textes de référence que sont la déclaration de Bamako en faveur de l'état de droit et de ses institutions, du respect des droits et des libertés, ainsi que la déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. Et en nous fondant sur ces textes, au-delà des sanctions et des avertissements, nous valorisons le développement d'environnements démocratiques favorables à l'édification de sociétés plurielles et ouvertes. Nous avançons dans des contextes de grande crispation qui réclament des actions de médiation et de facilitation. Ces 4 dernières années, tout au long de mon mandat, jamais nous n'aurons fait l'expérience d'autant de pays, et principalement en Afrique, engageant presque en même temps des élections présidentielles, législatives et locales.
Ce sont des moments de forte tension et ces pays font appel aussi à l'OIF pour un accompagnement technique, la mise en place et l'audit de fichiers électoraux, le règlement de contentieux, le renforcement des institutions responsables de l'ordonnancement du scrutin, la formation des personnels et des médias. Ce travail exécuté en toute transparence et de manière inclusive contribue à créer un climat apaisé et demande une responsabilité partagée. Cet accompagnement de l'OIF prend aussi une dimension politique. Notre rôle de facilitation et de médiation est particulièrement important, surtout face à l'inflation fulgurante du nombre de partis politiques en lice. C'est un vrai défi. Et tout cela mis ensemble, nous aurons en moins de 4 ans déployé près de 200 missions dans une trentaine de pays. L'OIF, pour cela, c'est rassembler des expertises qui sont adaptées aux situations particulières de chaque pays. Nous connaissons le terrain, nous connaissons les coutumes, les langues, les cultures locales, l'histoire. Et là réside notre plus-value dans le travail que nous effectuons notamment avec vous. Et je pourrais parler encore de l'action menée en République centrafricaine où M. Parfait Onanga Anyanga peut témoigner de notre apport, non seulement au projet de charte de la transition, mais aussi au processus électoral, à l'élaboration de la nouvelle constitution, suivie de la tenue du référendum constitutionnel, ainsi que des actions concourant à la réconciliation nationale, à la réhabilitation des institutions et à la mise en place de la Cour pénale spéciale de lutte contre l'impunité. Monsieur l'envoyé spécial de la République française pour le Sahel, l'ambassadeur Jean-Marc Chataignier, parlait de son rôle dans cette région et je dirais que nous agissons aussi à leur demande dans les pays du Sahel, au Niger, au Tchad, au Mali, au Burkina Faso. Et c'est cette connaissance du terrain, cette aptitude au dialogue interculturel qui sont au cœur de toutes nos actions. Et c'est d'ailleurs sur cette base qu'en 2004, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, avait lancé un appel pressant à mon prédécesseur, le président Abdou Diouf, pour que l'OIF apporte son soutien à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, donc la MINUSTA, qui était alors en cours de déploiement. Et cet appel de 2004 posait déjà, de manière plus ou moins explicite, la question cruciale de l'interculturalité. Car comment réussir une œuvre aussi ardue sans capacité de communiquer et d'interagir avec les populations locales, sans cette connaissance des codes culturels si essentiels pour créer des liens de confiance. Ces liens que nous savons tisser sont indispensables pour une mise en œuvre efficace des mandats confiés par le Conseil de sécurité, comme pour éviter le risque qui guette ces opérations d'être perçues comme des armées d'occupation, surtout quand elles s'inscrivent dans la durée. Toutes les affinités linguistiques et culturelles que nous savons créer permettent cette approche intégrée et inclusive que nous privilégions et sont appréciées par les partenaires locaux, par les populations, les autorités politiques, les forces de défense et de sécurité, comme autant, je dirais, de marques de reconnaissance et de respect. L'OIF a pris une part de plus en plus active et très appréciée de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, dont près de la moitié des 14 déployés actuellement le sont en environnement francophone. Aujourd'hui, le mandat de ces opérations onusiennes dépasse le seul maintien de la paix pour embrasser des missions multidisciplinaires liées à la consolidation de celle-ci et en particulier à travers sa dimension civile. La francophonie, c'est une force d'appui, une force de solidarité, de ressources matérielles et immatérielles mobilisables, une approche préventive qui contribue à créer ces ressorts stratégiques si nécessaires, y compris au succès des opérations militaires. Je sais que vous n'avez pas toujours entendu parler de la francophonie ainsi, mais c'est ce que nous vivons, au quotidien. Nous nous sommes investis plus particulièrement et durablement dans 2 domaines, celui de la formation et celui du développement de l'expertise civile. Et c'est dans le domaine de la formation de personnel militaire déployé que s'inscrit notre partenariat avec l'EMSOM. Une formation qui inclut les enjeux fondamentaux de l'interculturalité, déontologie et code de conduite, y compris au sein même des états-majors multinationaux des opérations de maintien de la paix qui comprennent des contingents provenant d'horizons très divers. Au 31 octobre 2018, on dénombrait 124 pays contributeurs de troupes pour un total de 90 158 personnels
Pour ce qui est de la seule MONUSCO, la plus grande opération de maintien de la paix des Nations Unies, les 15 627 personnels étaient de 55 nationalités différentes. Et la question de l'interculturalité se pose d'ailleurs au sein de ces états-majors, avec une complexité supplémentaire en lien avec la hiérarchie par grade et les relations de commandement propres à l'appareil militaire. Et partant de ce constat, travailler ensemble efficacement et de manière harmonieuse dans le cadre de ces opérations interarmées est un défi. Au-delà des doctrines, au-delà des procédures standardisées, d'équipements communs adaptés, de planification, d'entraînement et d'exercice, d'une parfaite compréhension aussi des instructions, soit autant d'éléments techniques et tactiques, il y a le facteur humain. S'intéresser et s'ouvrir à l'autre est indispensable à la construction d'un véritable esprit de corps qui participe du succès des opérations. Et ça, je pense que vous, ici, militaires, le savez mieux que quiconque. Et c'est pour y contribuer que nous nous sommes attachés à produire, en partenariat avec la France et au bénéfice des pays contributeurs non francophones, une méthode d'apprentissage aussi du français sur objectifs militaires, la méthode En Avant, dont plus de 23 500 exemplaires ont été diffusés dans le monde. Et j'insiste beaucoup pour que cette méthode aille au-delà de l'enseignement de la langue, mais introduise aussi des notions de déontologie, des principes et des valeurs. Nous avons aussi largement diffusé et rendu compréhensibles les procédures de recrutement. Et je veux vous dire ma satisfaction de voir en fait progresser la contribution en personnel francophone aux missions de paix des Nations Unies. Alors toutes ces actions sont arrimées à notre plaidoyer constant en faveur d'une meilleure prise en compte de la diversité des cultures dans le cadre des OMP, bien sûr, mais aussi à l'ONU en général, où nous menons un travail quotidien pour une meilleure prise en compte du multilinguisme et de la diversité culturelle. Nous le voyons comme un renforcement de la démocratie internationale. Mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi la francophonie s'est dotée en mars 2017, sur une initiative française soutenue par le Canada et la Belgique, en partenariat avec l'OIF, d'un dispositif novateur, l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, afin de mieux préparer les États francophones qui participent à ces missions. L'Égypte et le Cambodge, mais aussi le Maroc, ont récemment rejoint cette initiative. C'est pourquoi également nous travaillons avec le G5 Sahel, notamment son secrétariat permanent et l'ensemble des centres d'études stratégiques situés dans les 5 États membres de l'Alliance du G5 Sahel. Notre contribution est celle du renforcement des capacités d'analyse, de collecte de données, de renseignement et d'anticipation de ces derniers, qui est d'ailleurs l'axe central de l'accord cadre de partenariat que je signerai la semaine prochaine à Nouakchott avec cette organisation sous-régionale. Et le G5 Sahel fait aussi appel à l'expertise civile que nous développons à travers ce réseau francophone de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, FrancoPrev, lancé en septembre dernier, et dont l'une des ambitions est de mieux comprendre les rouages de ce phénomène dont la réalité varie en fonction des contextes considérés. Donc agir comme nous le faisons en privilégiant l'interculturalité est d'autant plus important que ces opérations sont menées dans des pays, notamment au sud du Sahara, dont la gouvernance est hybride et fait intervenir à côté des acteurs étatiques des autorités coutumières ou religieuses. Ces formes de gouvernance qui peuvent paraître à beaucoup étrangères, car différentes pratiques des différentes pratiques et des schémas occidentaux rendent d'autant plus essentielle la compréhension de l'environnement des opérations. Et je veux vous rappeler également que j'ai signé en octobre 2018, en marge du sommet de la francophonie à Erevan, un accord cadre de coopération avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur la question des violences sexuelles en période de conflit. L'OIF et l'ONU entendent mener des actions conjointes pour contribuer à mettre un terme à ces violences et à l'impunité pour les agresseurs, quels qu'ils soient. Et vous, généraux, mesurez pleinement l'impératif de concilier les exigences d'ordre sécuritaire et celles relatives au respect des droits humains et des libertés fondamentales. Car le respect de ces valeurs n'est pas seulement source de légitimité démocratique, il l'est aussi d'efficacité. Combien de missions de maintien de la paix ont été ternies et compromises lorsque les casques bleus eux-mêmes en sont venus à des abus et des maltraitances. Ces comportements ont nourri frustration et rejet. Et vous savez, et là est l'objectif que vous poursuivez,
que ce n'est qu'en agissant résolument dans le cadre de l'État de droit que les opérations de maintien de la paix s'illustrent comme un puissant outil de démocratisation et d'adhésion des appareils militaires comme des populations aux valeurs fondamentales sur lesquelles on ne saurait transiger. Alors je souhaite, pour conclure, rappeler que l'impératif d'interculturalité ne doit en aucun cas servir de prétexte au relativisme culturel. Pensons aux droits, aux principes et aux valeurs qui découlent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous fêtons le 70e anniversaire cette année. La tendance est de faire croire qu'il s'agit là d'une production occidentale. Or, ces droits, ces principes et ces valeurs participent, et la francophonie les défend ainsi, de cet humanisme intégral et universel qu'il nous faut poursuivre inlassablement. Il vaut, nous aimons le dire et nous le pensons ainsi, pour tous les temps, pour tous les peuples et pour toutes les nations. Je vous remercie de votre attention. Merci. Excellence, Madame la secrétaire générale de la francophonie, merci beaucoup pour vos mots. Je pense que cette intervention était très forte. Elle va être difficile à relever par le général Hogarth, qui doit trembler. Et je vais bientôt lui laisser la parole pour le dernier mot. Mais avant de conclure définitivement ce colloque, je voudrais simplement... Alors, j'avais prévu au départ de résumer, mais je pense que ça ferait trop long. On est un petit peu en retard sur l'horaire, et je sais que M. Parfait Anyanga doit prendre un avion, donc je ne voudrais pas lui faire louper son avion. Donc, je garde finalement de tous ces échanges la parole principale qui m'a le plus frappé, c'est un peu plus de Lyautey, un peu moins de Clausewitz. Voilà. Donc, avant de quitter l'estrade, je voudrais encore une fois remercier l'ensemble des participants, vous tous, et des intervenants pour la richesse et la pertinence des échanges. Je pense qu'on a fait très large, très profond, hein, avec des visions très hautes, en même temps rechercher des choses très concrètes, hein, et on a eu des exemples et des pratiques et des vécus, hein, donc tout à fait intéressant. Voilà, je voudrais maintenant aussi remercier les modérateurs, Carole André Dessornes qui est là, et le colonel Reinbold, mon chef d'état-major, qui est là, voilà, parce que vous avez animé, vous avez porté l'organisation, et tout l'EMSOM qui a été complètement engagé sur ce colloque. Hein, merci à tous, des porteurs de micro aux jalonneurs, etc. Merci à tous. Voilà. Donc je vous donne à tous rendez-vous en novembre 2019 pour la prochaine édition du colloque de l'interculturalité organisé donc maintenant annuellement par l'EMSOM. Alors je voudrais quand même, avant de quitter les lieux, en tant que père de l'arme des troupes de marine, vous annoncer en avant-première l'organisation du grand gala des troupes de marine, voilà, qui aura lieu le samedi 13 avril 2019 au Cercle national des armées de Saint-Augustin. Donc retenez tous cette date, ce samedi 13 avril sur votre agenda, de façon à venir fêter avec nous. Hein, ce sera une soirée qui mettra à l'honneur l'esprit de corps et le patrimoine des troupes de marine au profit du projet de rénovation, agrandissement du musée, hein, donc le patrimoine des troupes de marine, 400 ans d'engagement au service de la France. Voilà, merci à tous, et je cède la parole au général d'armée Jean-François Hogarth, inspecteur général des armées terre, pour la conclusion de ce colloque. Merci bien. Bien, quelques mots rapides pour conclure. Excellence, Madame la secrétaire générale de la francophonie, ancienne gouverneure générale du Canada et commandant en chef des forces armées canadiennes, que j'ai eu l'honneur de venir saluer dans son pays il y a quelques années. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, les officiers généraux, je salue tout particulièrement notre ancien chef d'état-major de l'armée de terre, général Tourette, Mesdames, Messieurs les universitaires, les représentants d'institutions et d'entreprises, Mesdames, Messieurs, il me revient donc le plaisir de conclure ce colloque. Le terme interculturalité est de plus en plus employé dans la langue française, comme vous le savez tous. C'est un mot assez nouveau, mais qui traduit finalement une réalité assez ancienne. Cela a été suffisamment dit. Aujourd'hui,
De tout temps, les hommes ont parcouru le monde. De tout temps, il y a eu des mouvements migratoires. De tout temps, les diplomates, des explorateurs, des militaires ont souhaité découvrir, comprendre et connaître les autres cultures qui nous entourent. Le maréchal Lyautey, cité par mon ami le général Guibert, figure bien connue au sein des armées françaises, affirmait à la fin du XIXe siècle « L'homme complet, celui qui veut remplir sa pleine destinée et être digne de mener des hommes, celui-là doit avoir ses lanternes ouvertes sur tout ce qui fait l'honneur de l'humanité. » Par ses écrits et déclarations, il ne cessait de placer déjà l'interculturalité au cœur de l'action humaine. Aujourd'hui, l'interculturalité est une disposition d'esprit incontournable à la réussite des projets. Nous l'avons tous compris. Les différents intervenants de cette journée l'ont confirmé. Ils ont souligné l'importance de la connaissance de l'autre dans les relations internationales, les relations diplomatiques, la gestion d'une entreprise ou encore pour la capacité opérationnelle de nos armées. La compréhension des autres civilisations est essentielle à la préservation de la paix. Elle constitue un des remparts contre les idéologues et les extrémistes qui voudraient semer le chaos et la guerre. Je pense tout particulièrement, en ces temps, aux islamistes qui ensanglantent la planète. Savoir parler et vouloir comprendre les hommes de bonne volonté est essentiel si l'on veut éviter que se produise le choc des civilisations annoncé par Samuel Huntington dans les années 90. C'est un humanisme, vous l'avez dit, Madame la secrétaire générale. S'ouvrir aux autres n'est pas ou n'est peut-être plus une chose simple. L'individualisme grandissant de nos sociétés, la démocratisation de l'accès à l'information et la crainte qu'inspirent les idéologies violentes peuvent pousser certains à un repli sur soi. Ainsi, chercher à comprendre notre interlocuteur nous oblige à aller de l'avant et à nous dépasser. Dans la pensée militaire d'aujourd'hui, ces qualités sont au cœur de nos modes d'action. L'interculturalité peut également être considérée comme un des fondements de l'action terrestre future, puisqu'elle ressort au travers des 3 facteurs de supériorité opérationnelle, la compréhension, l'influence et la coopération. Mais la doctrine ne se suffit pas elle-même, et la réalité de nos engagements contemporains est là pour le prouver. En effet, des conflits comme ceux que nous avons connus hier au Kosovo, en Afghanistan, en République centrafricaine ou aujourd'hui encore au Mali, nous rappellent qu'une réponse purement militaire ne suffit pas et que la paix ne s'installe pas de manière durable si elle n'est pas mise en œuvre dans le cadre d'une approche globale. Sans la prise en compte des domaines régaliens que sont la gouvernance, l'éducation, la justice et la sécurité, les succès militaires sont des victoires à la Pyrrhus, comme l'avait souligné le général chef d'état-major des armées en 2016. Et l'interculturalité, là encore, est une des clés nécessaires à la mise en place d'une paix durable. Un autre aspect essentiel de nos engagements réside dans la nécessité de créer ou de maintenir des partenariats forts avec nos alliés. Il en va bien évidemment de nos alliés européens et otaniens, avec lesquels nous partageons une base culturelle commune, mais il s'agit également de nos frères d'armes africains du G5 Sahel, aux côtés desquels nous combattons tous les jours dans le cadre de l'opération Barkhane en bande sahélo-sahélienne. Le poids grandissant de ces partenariats s'est traduit de manière concrète avec la création du Centre de partenariat militaire opérationnel à l'été 2017, organisme qui poursuit aujourd'hui sa belle montée en puissance sous l'impulsion du colonel Vidal. Évidemment, son adossement à l'EMSOM, maison mère de l'interculturalité dans nos armées, n'est pas anodin, et la réussite de ce colloque montre bien tout l'intérêt de cette association. Pour terminer, je voudrais vous dire que je suis très heureux de constater que ce 2e colloque de l'interculturalité est un véritable succès. En effet, vous avez pu échanger, parfois même débattre, sur ce sujet complexe, mais ô combien important. Vous avez pu également vous enrichir de vos expériences mutuelles, créer un forum, un réseau propice à la réflexion et au partage des idées. Au final, ensemble, vous avez fait progresser la prise en compte des relations interculturelles pour le bénéfice de tous, et particulièrement pour celui de nos soldats engagés pleinement au cœur de l'action, notamment dans des partenariats militaires opérationnels. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux. Je vous remercie, Madame la secrétaire générale, de votre présence aujourd'hui. Je remercie le général Delbos pour l'organisation de cet événement.
et l'ensemble des conférenciers pour leur intervention particulièrement pertinente et de grande qualité. Ce rendez-vous accroît l'ouverture de nos armées vers le monde extérieur, permet d'approfondir efficacement la réflexion conduite sur l'interculturalité au sein de nos forces. Il me reste à souhaiter que la 3e édition du colloque Interculturalité en 2019 connaisse le même succès. Je vous remercie de votre attention.